Donc, Sonia, ben, si tu le désires, je t'inviterais à déjà nous parler de toi un peu. Quel a été ton parcours qui t'a amené vers les huiles essentielles, vers l'aromathérapie? Euh, un peu ton histoire, là, ton parcours qui fait qu'on se retrouve maintenant ici ensemble aujourd'hui. Alors, je te laisse aller. Merci. D'abord, Gilbert, je veux vraiment te remercier pour permettre à nous tous, finalement, de se rassembler. C'est vraiment un événement extraordinaire. Il y a plusieurs autres présentateurs avant et après. Donc, merci de l'effort que tu fais pour faire ça, que ce soit possible. Alors, pour parler de mon parcours, je pense que comme plusieurs d'entre nous, ce qui m'a amené à l'aromathérapie, ça a été un accident de vie, si on veut. Il y a quelques années, il y a déjà 8 ans, je suis, euh, je suis tombée de mon vélo alors que je m'entraînais avec l'équipe de triathlon de ma localité ici à Burlington. Et puis, ça a été une chute extrêmement violente, ce qui fait que du jour au lendemain, je ne pouvais plus faire aucun sport. Et puis, je me suis retrouvée pendant plus de 2 ans avec beaucoup de douleurs qui sont devenues chroniques. Donc, pendant 2 ans, évidemment, j'ai fait le tour des hôpitaux, on m'a prescrit beaucoup de médicaments, j'ai eu plusieurs scans, rayonnance magnétique, etc. Mais il n'y a rien qui a fonctionné. Donc, après 2 ans, j'étais un peu découragée. On sait que des fois, la vie nous envoie des événements, puis on a le choix soit de tout laisser tomber puis de se décourager, ou alors on a le choix de reprendre un peu puis d'aller de l'avant. Donc, c'est ce que moi, j'ai choisi de faire. Après 2 ans, je me suis retrouvée finalement dans une clinique de gestion de la douleur en Allemagne. Donc, j'ai cherché des solutions ailleurs. Et puis là, on m'a traité avec des produits naturels. Et à ce moment-là, je ne connaissais pas encore les huiles essentielles. Mais juste pour vous dire, là, je n'irai pas dans les détails, mais juste pour vous dire qu'après peut-être 4 mois plus tard, j'ai recommencé à nager. Donc, ça, c'était 2 ans et demi après la chute. Et eh bien, c'est sûr que quand on a des résultats comme ça, on cherche à comprendre, on cherche à savoir. Donc, par la suite, évidemment, j'ai voulu me former en aromathérapie. Donc, je suis allée me former. Et puis moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de comprendre pourquoi ça avait fonctionné, qu'est-ce qui était derrière tout ça. Et finalement, je m'intéressais beaucoup à la science derrière les huiles essentielles aux molécules et tout ça. Puis, une fois que j'ai compris, mais là, je ne comprenais plus pourquoi, comment ça qu'on n'était pas au courant de ça, comment ça qu'on n'en parlait pas des choses-là. Et là, j'ai choisi d'aller, c'est comme un désir qui est venu en moi de communiquer. Et, et comme moi, je n'étais pas vraiment une experte en aromathérapie, je ne voyais pas quelle crédibilité j'avais. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai choisi d'aller rencontrer des experts. J'ai voyagé beaucoup dans le monde, une quinzaine de pays jusqu'en Australie, en Indonésie, dans une dizaine de pays en Europe, évidemment aux États-Unis. Et puis, Wow, pardon. voilà, ça va? Oui, désolé, c'est parce que je dois couper les micros des gens puis j'ai accroché ton bouton. Je suis vraiment désolé. OK. Sonia. Alors, euh, Donc, ça t'a donc, amené tu es allé rencontrer des gens un peu partout, mais c'est toute ouais, une aventure, ça. Tu oui. as fait des recherches puis tu as trouvé des gens qui se spécialisaient vraiment dans certains domaines d'aromathérapie ou en général, tu as identifié des gens qui. En fait, moi, ça allait dans la ligne où je voulais rencontrer des gens qui travaillaient en clinique, en milieu hospitalier, qui D'accord. travaillaient avec des patients. Donc, OK. c'était assez général. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Karine Maranzana, entre autres. Il y en a plusieurs autres. Et puis, elle est devenue l'héroïne de mon livre, Au Oui. cœur de l'essence, lorsque les huiles essentielles s'invitent en milieu hospitalier. Est-ce qu'à cette époque-là, l'idée de partager ça avec les autres, faire connaître par un livre, est-ce que c'était déjà là ou c'était plus pour l'instant des recherches aussi pour t'aider toi puis Ouais. fouiller parce que tu avais le goût de comprendre? Honnêtement, au départ, j'avais pas vraiment l'idée de quelle forme ça prendrait. Parce que OK. moi, j'ai une formation, je suis comptable agréé de formation. Donc, j'ai fait plus de 30 ans dans le milieu corporatif, si on veut, dans un monde très différent que celui de la santé. Oui. Alors, au départ, j'avais pas vraiment, c'était pas clair.
Mais quand j'ai commencé à aller rencontrer les gens un peu partout dans leur pays, je me disais, peut-être que je pourrais faire un chapitre sur chacun, parce qu'ils ont des histoires extraordinaires chacun. Mais après, quand j'ai rencontré Catherine, je l'ai rencontrée au milieu, je dirais, de mes visites, de mes voyages. Et puis, ça me revenait tout le temps. Puis je me disais, mais son histoire est bien trop extraordinaire. Elle ne rentrera jamais dans un chapitre. Et puis là, je me suis dit, je vais faire un livre sur son histoire à elle. OK. Ouais. Donc, c'est comme ça que l'idée du livre, elle a cheminé à l'intérieur, si on veut, avec le temps. Puis après, éventuellement, tu as pris une formation. Tu nous en parlais, je pense, hier ou avant-hier, que tu avais pris une formation, tu as fait ta formation aux États-Unis avec Andrea Boudia, je pense. Ça, Oui. ça arrive où dans ce parcours-là? Bien, en fait, c'est que quand je suis revenue de l'Allemagne, puis que là, j'ai réalisé que hey, j'ai des résultats, ça fonctionne, comment ça? Là, je voulais me former. Et puis, j'étais en fait à Bali quand j'ai vu qu'elle annonçait son cours, si on veut. Oui. Puis, on pouvait le prendre à distance. Alors, pour moi, c'était primordial. Et ben, c'est comme ça que c'est arrivé. Je me suis dit, ah bon, c'est là où je vais aller me former. La vie nous apporte des événements des fois difficiles, mais il y a beaucoup de synchronicité aussi quand on accepte justement d'aller de l'avant puis de trouver, de cogner à d'autres portes, si on veut. Hein, les portes qui se ferment devant nous, à un moment donné, il faut les laisser fermer puis il faut aller vers autre chose. Ouais. Puis la vie m'a apporté cette synchronicité-là où j'ai vu son site et puis ses annonces. Ça m'a intéressée. Et puis immédiatement, je me suis inscrite par la suite. Oui. Est-ce que tu as le goût de nous en parler un petit peu plus déjà tout de suite de ce livre-là, en fait? Oui. Ça part de ces rencontres-là, en fait. Tu as décidé d'y consacrer le livre plus à Catherine. Oui. Parce que c'est celle. Qu'est-ce qu'elle avait de différent des autres, en fait? Tu dis elle aurait pris beaucoup de place dans le livre plus que les autres parce que est-ce que son projet était beaucoup plus avancé ou parce que c'est quoi, en fait, qui t'a impressionné le plus? Elle est à Strasbourg, c'est ça? Elle est à Strasbourg, en Ouais. Alsace, oui, en France. Alors, tu vois, avec le temps, l'idée du livre devenait plus claire dans mon esprit. Puis aussi, ce que je voulais faire avec le livre. Donc, mon objectif, c'était vraiment de faire connaître l'aromathérapie scientifique qui était utilisée dans les hôpitaux, dans les environnements hospitaliers. Et puis, avec le livre sur l'histoire de Catherine, c'est que je voulais amener l'expérience de la France au Québec pour essayer de faire changer un petit peu les perceptions. Puis comme elle était avec des patients dans un milieu hospitalier, je me disais, ça va sûrement apporter de l'espoir aussi aux personnes qui souffrent. Et souvent, se sentent abandonnés avec leur douleur, qui sont en impasse thérapeutique, qui ont beau essayer n'importe quoi, ça ne fonctionne pas. Alors, pour leur apporter un peu d'espoir, puis leur faire connaître que oui, il y a des façons alternatives de se soigner et qu'il faut continuer à chercher, il ne faut pas laisser tomber. As-tu des exemples d'applications de l'aromathérapie qu'ils ont élaborés, comme à Strasbourg, pour certains protocoles? Je sais que tu en parles dans ton livre, là, mais pour ceux qui n'ont pas le livre, quelques exemples d'applications. Parce qu'ici, on ne voit pas ça, c'est pas encore très développé au Québec. Oui. Écoute, à Colmar, ils utilisent maintenant, depuis 2009, l'aromathérapie dans plus de 50 services de leur hôpital. Alors, ils utilisent l'aromathérapie pour traiter des maux physiques et pour traiter beaucoup de troubles émotionnels aussi. L'olfactothérapie, entre autres, par exemple. En support, est-ce que c'est comme pour contrer les effets secondaires ou vraiment pour adresser vraiment certains problèmes? Ou En fait, c'est qu'au départ, c'était vraiment en complément avec la médecine conventionnelle. Donc, en exemple, dans son unité en cancérologie, Catherine, elle utilisait des huiles essentielles. En fait, ils avaient développé des protocoles. Il faut dire que tous ces protocoles-là ont été développés sous la supervision de leur direction médicale et aussi en collaboration avec des instituts universitaires. Donc, elle avait développé des protocoles dans le cas de son unité pour soulager les nausées, par exemple, quand les patients reviennent de leur traitement anti-cancer. Ils ont souvent des maux de ventre, des vomissements même. Donc, pour les nausées, il y avait des protocoles pour aussi apaiser l'anxiété, pour aider à dormir.
Puis aussi, dans le cas des brûlures, vous savez, quand ils ont des traitements radioactifs, souvent, ça occasionne des brûlures, des plaies. Donc, elles avaient aussi développé des protocoles pour ce genre de choses. Donc, eux, c'est devenu, l'aromathérapie était devenue comme un soin innovant, si on veut, parce que depuis, au moment où je l'ai rencontré, c'était en 2016, là, depuis ce temps-là, ils ont continué à développer. Donc, à chaque fois qu'il y a des problématiques, ça lui est amené, et puis elle développe de nouveaux protocoles. En fait, c'est pas juste à Colmar, hein, Gilbert, qu'ils ont développé ce genre d'approche aromathérapie. Catherine, par la suite, elle a formé plus de 200, depuis les 3 dernières années, en fait, elle a formé 200 équipes hospitalières un peu partout en France, jusqu'à Lausanne, en Suisse. Alors, pour leur permettre de aussi mettre en place des projets institutionnels d'aromathérapie dans tous ces hôpitaux-là, dans autant d'hôpitaux que d'équipes qu'elle a formées. Est-ce que quand un protocole est développé dans un hôpital, ils peuvent simplement l'importer dans un autre ou ils doivent refaire pour chaque institution le protocole? C'est pas un monde que je connais, là, mais j'essaie de voir. Une fois que ça fonctionne à un endroit, ils peuvent quand même... Alors, c'est ça la beauté. C'est que tout le travail qu'elle a fait, Catherine, maintenant, lorsqu'elle forme, le prérequis, c'est de former les équipes médicales. Elle s'adresse aux soignants. Une fois qu'ils sont formés, elle offre ses protocoles. Alors, tout ça, c'est échangé, c'est du partage. C'est vraiment pour aider à ce que ça grandisse. Ensuite, l'enjeu, c'est vraiment de former les corps de métier. Mais ça n'a pas dû être simple de convaincre les hôpitaux d'embarquer dans ça. C'est quoi qui... C'est quoi les étapes? Là, Catherine, d'où elle est partie pour convaincre ces gens-là d'embarquer dans tout ça? J'imagine qu'il y a dû avoir... ce qui a été le plus petit élément, le commun dénominateur, si on veut, ça a été, là je reviens à ce qui m'intéresse aussi, ça a été la molécule. C'est étonnant, mais c'est le langage que les médecins, les infirmières, le monde médical, ils comprenaient ça. Alors, tu sais, la molécule, ça se retrouve dans les plantes et puis conséquemment dans les huiles essentielles, mais aussi la molécule se retrouve dans le médicament. Alors, la différence, c'est que dans le médicament, on ne retrouve qu'une seule molécule, alors que dans les huiles essentielles, on sait qu'on peut en avoir plus de 200 différents types de molécules à la fois. Hein? Donc, ce que les chercheurs font, c'est qu'ils vont aller chercher une molécule, un ingrédient actif dans une plante qu'ils trouvent. Une fois qu'ils l'ont trouvé, ça peut être un ingrédient qui est anti-inflammatoire, analgésique. Une fois qu'ils l'ont trouvé, ils extraient cet ingrédient-là, ils l'isolent, puis ils le synthétisent des milliers de fois pour en faire justement un médicament qui est très puissant. Mais c'est souvent le fait aussi d'isoler cette molécule-là qui est en dehors de son environnement naturel qui fait qu'on a des effets secondaires. Alors que les huiles essentielles, prises dans leur totalité, il n'y a pratiquement pas d'effets secondaires si on les utilise de la bonne façon, bien sûr. Donc, c'est la carte qu'elle a dû jouer pour, dans les formations aussi avec les infirmières, les médecins, pour convaincre. De toute façon, ça doit être tout basé sur les études aussi. Là, ils ne peuvent pas arriver avec ego, ça fonctionne. Puis... Absolument pas. Tu vois, prendre un exemple, quand elle est arrivée pour introduire l'huile essentielle de Gaultéri, hein, qui est anti-inflammatoire puis analgésique, elle a fait justement l'analogie avec l'aspirine. Parce que la Gaultéri, qui est composée à 98% du salicylate de méthyle, c'est cette molécule-là qui a servi à l'origine pour synthétiser l'unique molécule qu'on retrouve dans l'aspirine, son nom m'échappe, l'acide acétylsalicylique. Ça vient de cette autre molécule. Donc, elle a fait l'analogie. C'était... les médecins comprenaient ce genre de langage-là. Oui. Oui. Donc, au cœur des essences, oui. C'est comme c'est devenu le livre. Peux-tu nous le... On sait que ça parle de Catherine. Comment peux-tu nous en parler encore un petit peu? Après ça, on va poursuivre avec les autres projets. Bonjour, Irène. Bonjour. Alors, au cœur des essences, c'est vraiment l'histoire d'une infirmière qui elle-même a eu un accident de vie à un moment donné, puis qu'elle a découvert les huiles essentielles. Et la pertinence de ce livre-là, évidemment, on commence en 2009. Donc, je raconte comment
au début, il y a un événement qui est assez dramatique qui se produit, puis elle fait valoir les huiles essentielles en milieu hospitalier lors d'une opération. Et par la suite, je raconte un peu son histoire, comment elle est arrivée à ça. Et par la suite, le cheminement. Donc, c'est vraiment pour aussi, s'il y a des infirmières, des infirmiers ou même des médecins qui veulent introduire l'aromathérapie dans leur milieu médical, ça donne un peu la façon dont elle s'y est prise. On voit aussi beaucoup, au départ, le scepticisme, la résistance du monde médical face à ça. Ils se demandaient bien ce qu'elle voulait faire, elle, avec ses huiles essentielles, là, son truc nouveau. Mais avec le temps, ils ont compris, parce qu'il faut comprendre, je dis souvent ça, c'est que les médecins ne sont pas formés aux valeurs thérapeutiques des plantes dans leur cursus. Hein? Ce n'est pas quelque chose qu'ils abordent nécessairement. Et puis, ils sont quand même, c'est eux qui ont la responsabilité de leurs patients, de la santé des patients. Donc, ils doivent être prudents. Puis, avec quelque chose qu'ils ne connaissent pas, c'est sûr qu'à un moment donné, ils sont plus sceptiques. Donc, Catherine, elle a été vraiment patiente pour leur expliquer tout ça, ce que j'explique tantôt, les molécules, et puis elle amenait les réactions aussi, les mesures de précaution qu'on devait prendre avec les molécules. Elle amenait toutes les études scientifiques derrière qui démontraient l'utilité. Puis au début, c'était comme on ne sait pas trop. Ils l'ont laissé aller sur certains protocoles. Ça a pris des années. Là, on parle, je pense que ça a pris 3 ans avant qu'ils sortent de l'unité de cancérologie. Il y avait trois protocoles pendant 3 ans. Mais de plus en plus, il y avait des résultats. Donc là, les gens demandaient plus. Et puis, à un moment donné, c'est les patients qui ont été la force derrière tout ça. Ça a commencé à faire boule de neige parce que les patients en demandaient davantage. Il y avait même, éventuellement, plus tard, il y avait des patients d'autres hôpitaux qui demandaient d'être transférés à Colmar, d'où... quand ça a commencé à être connu dans le public, d'où l'intérêt d'aller former aussi d'autres hôpitaux. Je vais déroger un petit peu, puis je vais aussi te dire qu'il y a un intérêt pour les grandes associations de cancer, par exemple, en France, de plus en plus. Catherine, elle a commencé à faire des conférences, à faire de la formation auprès des dirigeants de ces associations-là, cancer, diabétique. Alors ça, c'est intéressant parce que si on considère qu'il y a 65 millions de plus là, de population en France, ça en fait des gens qui sont malades. Alors, la force des patients derrière les huiles essentielles, c'est un peu ça. Au début, ça a commencé à Colmar, là, c'est dans les autres hôpitaux. Là, c'est maintenant dans les associations de grands malades. Alors, c'est quelque chose qui évolue énormément. Donc, je vais revenir à Colmar, mais... l'autre chose qui s'est produite un peu plus tard, suite au rayonnement de tout son travail également, parce qu'elle a participé à ça, c'est qu'ils ont écrit en France un guide référentiel. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ça s'appelle « Aromathérapie scientifique, les préconisations pour la pratique, l'enseignement et oui. C'est la recherche. un PDF gratuit qui a circulé à un Ouais. moment donné, oui. Il doit l'avoir dans mon groupe, dans les fichiers. Oui. Probablement là. Oui. Alors ça, c'est un guide qui a été fait par 35 experts du monde médical et scientifique en France qui s'adresse principalement aux membres soignants dans les hôpitaux. Alors, c'est pour les aider, c'est pour encadrer leur pratique lorsqu'ils veulent implanter un projet institutionnel en aromathérapie. Et c'est vraiment intéressant parce que dans ce guide-là, tu vois, ça aussi, ça fait avancer la chose. C'est extraordinaire. C'est que dans ce guide-là, on recommande, je te dirais, différentes situations où on peut utiliser les huiles essentielles, mais entre autres, on dit que c'est possible de les utiliser pour éviter les effets secondaires. Donc, en les utilisant, parfois, on est dans une escalade thérapeutique. Donc, plutôt que d'utiliser plus de médicaments, on utilise les huiles essentielles en interdose. Alors, c'est un endroit où c'est recommandé. En plus, évidemment, pour diminuer le risque d'effets secondaires. Les médicaments, souvent, hein, on a le choix des fois, moi, dans mon cas, j'avais le choix entre avoir mal dans mon corps ou de faire un ulcère d'estomac. À un moment donné, il a fallu que j'arrête. Donc, parenthèse, est-ce que les séquelles de ton accident, tu vas bien maintenant? Tout est... Je te dirais que, comparé à ce que c'était, là, je suis à 90% revenu. À l'occasion, j'ai une douleur qui revient de temps en temps au niveau du cou, mais que je gère de mieux en mieux avec des huiles essentielles.
Alors, quand ça revient, mais écoute, après 2 ans et demi, j'ai recommencé à nager. Après 5 ans et demi, j'ai recommencé à faire du vélo. Et puis cet été, j'ai recommencé à courir. Et tout ça, c'était dans le coup. Donc, pour courir, il faut être capable d'être en bonne forme au niveau fin de la parenthèse. Ben, ça, tant mieux. On est rendu loin, là. Tu voulais on est rendu loin, mais écoute, une autre parenthèse. Tu disais tout à l'heure que tout ça, c'était aussi motivé par surtout motivé par la volonté de dire, voyons, comment ça, les gens ne savent pas, ne connaissent pas. Tu avais le goût de partager l'information. Quand tu as sorti ton livre, tu as fait des conférences au Québec aussi. Ouais. Moi, c'est là que je t'ai rencontré la première fois. Je pense que tu as rencontré aussi des gens du milieu hospitalier au Québec. Comment tu as trouvé l'expérience? Est-ce que ça a bien fonctionné? Est-ce que tu as eu une belle réponse par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un suivi qui a été fait? Écoute, au niveau du suivi, ça, c'est plutôt Catherine qui pourrait nous donner des détails, mais je dois te dire que oui, on est allé rencontrer le monde médical dans la ville de Québec, entre autres. Et puis, au début, c'est toujours la même réaction. Les gens sont « OK, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter? » Ils sont un peu forcés d'assister à la rencontre. Mais à la fin, ils ont des questions, ils sont étonnés parce que Catherine, elle arrive aussi avec des photos, hein, avant, après. Donc, éventuellement, tu vois les gens qui sont beaucoup plus intéressés. Puis, je pense que souvent, ils essaient d'entrer l'aromathérapie dans leur secteur palliatif, où ils voient le moins de risques, si on veut, en olfactothérapie, un peu pour soulager les douleurs. Entre autres aussi, il y a en palliatif, pour la personne qui est mourante, souvent il y a la gorge qui est asséchée, alors ils vont utiliser des hydrolats de laurier noble, je pense, de mémoire. Donc, il y a toutes sortes de protocoles, j'en donne juste ça, mais il y a différents protocoles possibles pour la personne qui est en transition, mais aussi pour la famille qui est autour. Donc, au niveau médical, les gens sont toujours de la même façon. Ils sont très sceptiques, beaucoup de résistance au départ, mais quand ils entendent les cas réels que Catherine amenait, évidemment, moi, ce n'est pas le genre de conférence que je fais parce que je ne suis pas infirmière et puis je n'ai pas ce background scientifique. Mais moi, j'essaie vraiment d'amener leurs histoires, faire connaître leurs histoires pour amener de l'espoir. Puis après, les infirmiers, les infirmières peuvent eux-mêmes mettre en place ces projets-là. Tu parles d'espoir, puis ça me fait penser aux arcs-en-ciel, ça va bien aller. Puis justement, c'est ça le lien, en fait, c'est que ça me fait penser dans la présentation qu'on a fait de cette rencontre-là, tu parles d'arc-en-ciel. C'est quoi la phrase? Je ne l'ai pas dans le texte qu'on a mis ensemble. Un arc-en-ciel de possibilités. Si tu permets, je vais juste terminer sur le livre. Il y a 2-3 petites choses que j'aimerais mentionner par rapport au livre, puis j'arrive tout de suite. J'espère que vous êtes bien assis parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'arc-en-ciel. Donc, sur le livre, la pertinence de ce livre-là aujourd'hui, je te dirais, avec la situation du COVID-19, comme je disais que le livre, il part depuis 2009, quand Catherine a commencé à implanter les huiles essentielles. Tu sais, c'était au même moment où il y a eu la grippe A en France. Et puis, ça, c'est une grippe qui a tué plus que 200 000 Français à cette époque-là. Et puis, Catherine et son conjoint est réanimateur à l'hôpital lui aussi. Et eux, ils n'avaient pas eu le temps de se vacciner. Puis, ce qu'ils ont fait, c'est pour se protéger, ils ont diffusé, c'est dans le livre, là, je donne les huiles qu'ils ont diffusées. Ils ont diffusé, imagine-toi, du Ravinsara et de l'eucalyptus radié. C'est 2 huiles essentielles dont on entend beaucoup parler aujourd'hui sur les médias sociaux pour ceux qui suivent l'aromathérapie. Donc, déjà, c'était pertinent à cette époque-là, puis ça n'a pas changé. Évidemment, ça, c'est en prévention. Et puis, du côté émotionnel, on sait que dans cette crise-là, les gens sont très inquiets. Il y en a qui sont anxieux. On a beaucoup peur de qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va être malade? Est-ce qu'on va en mourir? Est-ce que nos proches vont... Alors, côté émotionnel, il y a tout ce qui est l'olfactothérapie, puis aussi des protocoles qui sont donnés dans le livre pour justement calmer ces émotions fortes-là. Il y a 2 chapitres sur l'olfactothérapie, donc justement pour les émotions, tout ce qui touche émotion. Mais il y a aussi un chapitre entier sur les antibiotiques au naturel. Donc, tout ça, c'est dans le livre. C'est la pertinence, je te dirais, encore aujourd'hui de l'avoir. Et puis,
Je sais que toi, tu en as quelques copies chez Québec Aroma. Oui, j'ai mis le lien un peu plus tôt. Ouais. Et s'il y en a qui en veulent aussi, ils peuvent me contacter sur ma page Facebook auteur. Sonia Blondeau, auteur. J'en ai fait venir à peu près une centaine de copies de chez mon éditeur. Je sais qu'elle est difficile, la copie papier à acheter aujourd'hui. Alors voilà, ça c'était pour ma petite fin sur le livre. Mais si on revient à l'arc-en-ciel de possibilités, bien écoute, l'arc-en-ciel de possibilités, c'est d'abord à un niveau personnel, tout ce vers quoi ça m'a amené, moi, cette expérience-là de découvrir les huiles essentielles. Mais d'abord et avant tout, toutes les possibilités qui, à mon point de vue, sont infinies dans les hôpitaux quand on utilise justement les huiles essentielles. Tantôt, je vous disais qu'à Colmar, c'était devenu un outil innovant de soins. Donc, ici, je vais vous énumérer j'en ai une dizaine. Donc, c'est pour ça que je vous dis, soyez bien assis. Je vais quand même vous donner un aperçu dans ces unités à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils font avec les huiles essentielles. Alors, j'ai parlé tantôt de la cancérologie, hein, tout ce qui est les stress, l'anxiété, les émotions fortes, les nausées, l'aide au sommeil, puis pour aussi des plaies, pour soigner des plaies. Donc ça, évidemment, tu peux avoir ça un peu partout dans toutes les unités. Les mêmes protocoles sont échangés. Mais en diabétologie, pour être plus spécifique, par exemple, on sait que les diabètes sont souvent propices à développer des plaies importantes au niveau des pieds. Alors, il y a des protocoles qui sont développés justement en prévention de ces plaies-là, puis d'autres protocoles qui sont développés en diabétologie pour justement soigner les plaies dans le cas où elles se sont développées. Donc, ça, c'est intéressant. Au niveau de la kinésiologie, donc ça, c'est tout ce qui est douleur musculaire, articulaire, mais aussi neuropathique. Donc, beaucoup de douleurs qui peuvent être traitées, encore une fois, avec l'aromathérapie. Ils innovent énormément à travers ça. En radiologie, ça, c'est une histoire intéressante. C'est qu'ils donnent un protocole dorénavant aux patients qui vont aller subir soit une résonance magnétique ou un scan. On sait que des fois, ça prend plusieurs minutes. On est comme enfermé. Il y en a qui sont claustrophobes, il y en a qui ne sont pas à l'aise avec ça. Donc, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'en administrant le protocole aromatique, les patients étaient beaucoup plus calmes pendant un temps plus long. Et lorsqu'ils recevaient les images, elles étaient plus claires, ce qui leur permettait de faire un diagnostic beaucoup plus précis. Donc, il y avait un avantage extraordinaire, non seulement pour le patient, mais aussi pour la tâche même qui était à faire à l'hôpital. Alors ça, c'est pas rien, c'est important. Les médecins, quand ils entendent ce genre de choses-là, et ça commence ils se posent des questions, puis on peut administrer un protocole qui n'a aucun effet secondaire. Donc, la personne est très heureuse après quand elle sort et pas endormie. Donc, ça, c'est intéressant. Au palliatif, j'en ai parlé, hein, des bains de bouche, des douleurs, des hydrolats. C'est surtout des hydrolats, je n'ai peut-être pas mentionné ça, mais c'est des hydrolats qu'on utilise pour les bains de bouche. Hein, ce n'est pas les huiles essentielles comme telles. En neurochirurgie, en chirurgie vasculaire, ici, c'est souvent pour les hématomes post-opératoires. Donc, il y a des protocoles aussi pour gérer ça. La gynéco-obstétrique, il y a peut-être une vingtaine de protocoles sur lesquels Catherine travaille encore aujourd'hui. Si on pense à la prévention de vergetures, par exemple, ou pour déclencher les contractions lorsqu'on arrive près de l'accouchement, ou même pour soigner les blessures si on a une fracture au niveau du Pyrénées, des trucs comme ça. Donc, je parle d'une déchirure au niveau du Pyrénées. Donc, c'est le genre de protocole en psychiatrie. Ça, je dirais que c'est un des projets que Catherine a beaucoup à cœur. C'est d'amener l'olfactothérapie de plus en plus. Ils ont eu déjà beaucoup de succès avec l'olfactothérapie en psychiatrie. Dans mon livre, évidemment, le livre est parsemé d'exemples de patients, comment ils ont été traités, les résultats qu'ils ont eus. Mais dans mon livre, il y a une femme d'un certain âge qui avait un lourd passé psychologique, dramatique, si on veut. Et elle était suivie en psychiatrie. Donc, et puis ils avaient beaucoup de difficultés à avoir des résultats avec cette dame. À ce moment-là, le psychiatre a demandé à Catherine de la suivre en olfactothérapie. Catherine, elle a ouvert son propre cabinet d'olfactothérapie. Ce qu'elle a fait, puis sans entrer dans tous les détails, je peux vous dire que le résultat après plus d'une année, c'est qu'elle a été capable, cette dame-là, qui avait
qui utilisait plusieurs médicaments, elle a été capable de réduire sa médication de plus de 50%. En utilisant. Alors, évidemment, Catherine, à chaque fois, lui offrait un inhalateur de poche avec des huiles essentielles qui étaient pertinentes au moment pour la faire voyager, si on veut la faire grandir dans ses émotions. Et puis, avec le temps, elles ont été capables de réduire de moitié sa médication. Donc, c'est important. L'olfactothérapie en psychiatrie, de plus en plus, quelque chose qui peut se développer. En réanimation, alors ça, c'est intéressant aussi, c'est qu'il faut savoir que lorsqu'un patient a une opération, souvent, on est obligé de l'intuber. Et en réanimation, on doit enlever son intubation. Et c'est sûr que les poumons sont beaucoup plus paresseux à ce moment-là. Donc, ils évitent toujours de donner une médication au moment du réveil. Mais par contre, ces gens-là, souvent, ils sont angoissés, ils sont anxieux, ils ont besoin de dormir et ils sont souvent dans une salle où il y a beaucoup de bruit. Donc, encore une fois, ils utilisent des protocoles aromatiques pour les calmer et pour les aider à mieux dormir. Donc, ça, c'est en réanimation. Pour Colmar, là, maintenant, je vais vous amener plutôt en Allemagne. Alors, lors de mes nombreux voyages, je suis allée rencontrer à Regensburg, en Allemagne, un médecin. Son nom, c'est Dr. Ernst Schrott. Alors, je m'excuse pour ma prononciation allemande. Et lui, au moment où je l'ai rencontré, ça faisait 35 ans qu'il travaillait avec ses patients. Ils utilisaient les huiles essentielles à un niveau énergétique appliqué sur les méridiens et sur les chakras. Alors, lui, c'était sa pratique. Il avait développé, si on veut, une nouvelle thérapie qu'on appelle aujourd'hui la marma-thérapie. Et puis, il a écrit un livre, alors Dr. Schrott, S-C-H-R-O-T-T, pour ceux que ça intéresse. Il a écrit un livre sur justement cette thérapie, la marma-thérapie. Et puis, depuis... Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai un message ici que ça ne fonctionne pas là. Parfois, ça fait une voix de robot de mon côté, mais je ne sais pas si tout le monde a la même expérience. Okay. Ça griche beaucoup. Oh, c'est dommage. OK. Alors, donc lui, ça, vous me direz là, si c'est vraiment, j'essaierai de voir si je peux mettre des écouteurs. Donc, ce docteur, c'est ça, il utilisait les huiles essentielles appliquées sur les méridiens, sur les chakras, un peu comme des points d'acupuncture, et il faisait un travail énergétique au-dessus du point où il l'avait appliqué. Donc, vraiment une pratique intéressante. Il traitait beaucoup de ses patients qui avaient des tunnels carpiens. Alors, vous savez, les coiffeurs, par exemple, quand ils font beaucoup de mise en pli, tout, ils utilisent beaucoup leur... oui, ça va. Oui, non, je ne voulais pas t'interrompre. Est-ce que tu peux répéter le prénom du docteur Schrott? Ernst. Donc, c'est E-R-N-S-T. Je pense que je suis mieux de l'épeler que de le dire. S-C-R-O-T-T. S-C-H-R-O-T-T. Mais on pourra l'écrire après si tu veux. Je pourrais donner ces détails si tu prends note de... Oui. Après, un dernier exemple là, pour l'arc-en-ciel des odeurs, finalement, et des possibilités. Oui. Là, je voudrais faire une histoire qui est écrite dans le livre qui m'a beaucoup touchée quand j'ai entendu cette histoire-là. Vraiment, ça m'a pris directement au cœur. C'est l'histoire de Béatrice. Ça, c'est dans les chapitres sur l'olfactothérapie. Alors, Béatrice, c'était une jeune femme d'à peu près dans la vingtaine qui était lourdement handicapée physiquement et intellectuellement. Elle était aussi sourde et aveugle. Donc, on peut imaginer, là, tu vas me faire tousser. Pardon. C'est communicatif. Alors, elle était vraiment... c'était très difficile pour les gens autour d'elle et pour elle-même d'entrer en contact avec l'environnement. Ce qui fait qu'éventuellement, elle avait développé aussi beaucoup d'agressivité. Puis on n'était pas capable de la toucher. Il y avait toujours des crises. Et je ne rentrerai pas non plus dans tous les détails. Vous pourrez le lire dans le livre, mais ce qui est beau, les résultats à la fin, après 2 années, c'est qu'ils ont été capables de développer, il y a quelqu'un qui a eu l'idée à un moment donné, de développer un code d'odeur pour rentrer en contact avec elle. Alors, par exemple, lorsqu'on lui apportait son repas, on pouvait diffuser une odeur l'odeur de l'essence de l'orange pour la prévenir que ça s'en venait. Alors, elle était plus calme quand on lui servait son repas.
Si c'était le temps d'aller prendre son bain, on pouvait lui offrir une odeur de ylang-ylang. Pour le sommet, quand c'était le temps d'aller faire dodo, c'était l'odeur de la lavande, etc. Il y avait tout un code qu'eux-mêmes ont développé. Et avec le temps, cette dame-là, elle est devenue beaucoup plus calme et les gens ses parents ont même été capables de commencer à la toucher, faire des massages et tout. Donc, ça a changé complètement sa vie à elle et la vie des gens autour d'elle. Donc, ça, c'est une extraordinaire expérience également. Voici, quand je parle de toutes les possibilités, ça fait partie de ça. Mais il y a aussi au niveau personnel, hein, comme je vous l'ai expliqué, pour moi, ça a ouvert un arc-en-ciel de possibilités dans le sens où, premièrement, ça a réduit énormément mes douleurs. Donc, j'ai été capable de laisser aller toutes ces douleurs chroniques-là. Donc, ça, c'était déjà extraordinaire. Après, l'autre chose formidable, c'est que ça m'a permis d'ouvrir ma conscience aussi un peu plus sur notre environnement, sur la forêt, sur les plantes. Quand je vais marcher en nature aujourd'hui, je suis beaucoup plus consciente de ce qu'on foule à nos pieds, toute la pharmacie qu'on a dans nos plantes, dans nos forêts. Alors ça, c'est important qu'on soit plus conscient de ça. Au niveau... ce que ça m'a permis aussi, c'est de faire la rencontre de plein de gens extraordinaires tout autour du monde, des gens qui utilisaient les huiles essentielles. Puis aussi de voyager. J'ai été, par exemple, j'ai fait plus de 12 mois à Bali en 3 étapes différentes. Donc, ça aussi, c'est quelque chose probablement que je n'aurais jamais fait si ce n'était pas arrivé, ce genre de truc. Puis finalement, ça permet aussi d'assouvir mon besoin de communiquer, d'essayer d'amener plus d'informations aux gens pour aider à faire la connaissance sur les essentiels. Puis récemment, ça m'a permis de laisser cours à mon imagination et puis de développer une approche d'apprentissage des huiles essentielles pour tous ceux qui veulent en apprendre davantage sur justement les molécules. Mais c'est une approche qui est très facile, disons, c'est très simplifié. Ça, oui, je ne voulais pas te couper, pardon. Ouais. C'est parce que j'ai eu, quand j'avais été à ta conférence ici à Québec, déjà là, ça doit faire 1 an peut-être, c'est un hiver, mais je me souviens que tu avais déjà une approche que tu développais pour parler des molécules, pour simplifier l'apprentissage, pour que les gens puissent s'initier à ça plus facilement. Ça se retrouve dans ton prochain projet, dans ton prochain livre, c'est ça? Oui. Peux-tu nous parler de ça en grande primaire? Oui. Alors, écoute, justement, quand on parle de cette nouvelle approche-là, les couleurs vont prendre une importance primordiale. Alors, de l'arc-en-ciel, on peut faire le lien ici aussi. Donc, dans ce nouveau livre-là, mon objectif ici, c'est vraiment un objectif de simplification. Donc, de faire le pont entre la science derrière les huiles essentielles et un usage au quotidien simple et sécuritaire, bien sûr, mais par le plus grand nombre, pour que ce soit facile, que les gens fassent un peu plus facilement le lien. Donc, pour développer cette approche-là, au fil du temps, moi, j'ai fait un certain nombre d'observations, puis j'ai acquis aussi certaines connaissances. Alors, j'ai appris, entre autres, qu'il y a plus de 15 000 molécules dans notre nature, dans la nature. Donc, ça fait beaucoup de molécules à se rappeler. Mais heureusement, les scientifiques les ont regroupées dans une vingtaine de familles moléculaires. Donc, déjà là, c'est mieux. Et puis, les molécules à l'intérieur d'une famille moléculaire partagent un certain nombre de valeurs, de propriétés thérapeutiques aussi. Donc, tout ça, ça existe présentement. On a accès à cette information-là. Et d'autre part, dans les huiles essentielles, on sait qu'on a jusqu'à des fois plus que 200 types de molécules différents. Mais à force de les étudier, je me suis rendu compte qu'il y a certaines huiles essentielles, tu peux avoir une molécule qui est présente à un niveau de 90, 95, 98 %. Donc, ça donne déjà la caractéristique ou la personnalité de l'huile essentielle. Alors, là, j'ai continué à faire mes études, puis je me suis rendu compte que souvent, si on explique 5, 6 molécules, puis qu'on donne leur composition à l'intérieur d'une huile essentielle, on a déjà jusqu'à 80-85 % de la personnalité de l'huile essentielle. Donc, voilà comment... Pardon. Quand je parle de simplification, c'est un peu ça que je veux dire. Donc, sur la base de ces constatations-là, j'ai développé une approche d'apprentissage qui est simplifiée, hein, qui
qui va s'adresser à tous ceux justement qui veulent en comprendre un peu plus sur les huiles essentielles, mais pour qui la question des molécules est beaucoup plus difficile. Alors, ça va être plus aisé avec eux, avec cette approche-là, de se remémorer, si on veut, les propriétés thérapeutiques, aussi les mesures de précaution à prendre, avec la nouvelle approche que j'ai prise. C'est quelque chose de plus visuel, j'imagine aussi, de plus pour mémoriser. Oui. Alors, ce que je fais, c'est que j'utilise un outil mnémotechnique pour... dans mon approche, c'est avec cet outil-là dans tout le livre. C'est-à-dire que par association avec une histoire qu'on retrouve dans le quotidien, que tout le monde connaît, une histoire des formes et des couleurs qui s'associe bien, si on veut, avec la famille moléculaire, on arrive justement à donner plus, c'est plus accessible si on veut. Donc, le moyen mnémotechnique rend les familles moléculaires beaucoup plus accessibles. Et la personne qui va lire le livre va être capable de reconnaître, des fois en un coup d'œil, toute la composition moléculaire de l'huile essentielle. Je ne veux pas trop entrer dans les détails, il faut quand même se garder un petit peu de surprise, mais ça va être beaucoup plus facile de reconnaître sa composition avec, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Donc, il va y avoir une série de cartes, si on veut, une petite boîte de cartes qui va aller avec le livre, où chacune des huiles essentielles va être représentée avec un de ces outils mnémotechniques. Donc, ça va être plus facile au coup d'œil de voir c'est quoi la composition de l'huile essentielle et de savoir si elle est riche dans telle ou telle famille, parce que souvent, quand on étudie les huiles essentielles, on va avoir des huiles qui sont plus riches en telle famille que d'autres. Donc, on va pouvoir, avec les cartes, les regrouper. Mais aussi, hier, on parlait de substituer une huile essentielle pour une autre. Des fois, par exemple, dans le cas de la lavande, hier, on disait on peut la substituer avec le petit grain bigarade, entre autres. Donc, avec ces cartes-là, on va être capable d'identifier ceux qui auront des outils mnémotechniques pratiquement similaires. Ils ne sont jamais pareils, mais elles se ressemblent. Ça va être plus facile avec ce jeu de cartes-là de pouvoir faire les associations. Là, le livre n'est pas terminé encore. Tu es encore en train de travailler sur ce livre. Il va sortir quand, selon toi? Et, écoute, je suis à travailler le dernier chapitre. Donc, et puis, je dois aussi donner un crédit à Ronald Marie, qui est mon collaborateur sur les livres. Oui. Alors, une fois que le livre va être terminé, on va juste le fignoler, le finaliser. Et puis là, il va être soumis aux éditeurs. Ça prend toujours 6 mois une fois que le livre est accepté pour qu'il soit produit. Donc, j'espère qu'il va sortir soit à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. En fait, c'est un premier livre d'une série de 2. Le premier livre va s'adresser aux débutants surtout et le deuxième plus à des personnes avancées en aromathérapie. Mais il y a toujours avec autant d'informations. Ceux qui sont débutants vont pouvoir vraiment l'utiliser en priorisant, si on veut, les propriétés des familles. Mais pour les avancés, il va y avoir aussi beaucoup d'informations sur les molécules particulières. Alors, il va en avoir pour tous les goûts dans les livres. Wow, c'est un beau projet. Tu as parlé beaucoup de voyages que tu as fait pour le premier livre. Est-ce que les voyages font encore partie de tes projets futurs? Est-ce que avec ou sans les livres, c'est juste parce que tu as parlé de voyage tout à l'heure. Est-ce que tu as d'autres projets de voyager comme ça, rencontrer des gens, entre autres, ou tu es ailleurs présentement? En fait, c'est sûr que d'avoir voyagé autant dans les dernières années, c'est quelque chose qu'on acquiert, hein, on acquiert le goût de voyager. Mais je pense que ça va s'inscrire plus dans mes projets une fois que les livres vont être écrits. C'est vraiment de donner plus de conférences, de faire de la formation. Donc, aller présenter tes livres. Ça va probablement s'inscrire dans ce cadre-là, oui. Plus de joindre l'utile à l'agréable, si on veut. Mais je pense que ma vocation ou ma mission, si tu veux, c'est vraiment d'accroître les connaissances sur l'aromathérapie et de rendre ça plus accessible aux gens pour, encore une fois, apporter de l'espoir. Donc, il y a une seule façon, il faut communiquer, communiquer, communiquer. Tu parlais de conférences. Est-ce que de faire une classe ou de préparer un cours comme tel, ça t'intéresserait aussi? Un cours en ligne ou… Oui, oui. Alors ça fait partie du comment, éventuellement. Peut-être, je ne suis pas encore rendue là dans ma vie, mais
peut-être que j'aurai un site Internet, que je vais développer. En fait, j'ai l'idée de développer des formations. Parce que, là, tu vas te retrouver avec des super outils pour bâtir tout ça. Ben écoute, c'est super intéressant. Il nous reste 10 minutes. Peut-être qu'on pourrait voir avec les membres ici si les gens ont des questions. Tu es si inspirante, Sonia. Merci. Oh, gentil. Faire la promotion du livre dans différents pays, c'est une question, mais tu as comme répondu en même temps. On espère aussi qu'on va pouvoir voyager plus aisément que présentement. Donc, je vous laisse prendre le micro si les gens ont des questions pour Sonia. Il y a Gabriel qui demande comment on va savoir que les livres seront publiés. Moi, j'en ferai la promotion certainement dans mon groupe et je les aurai certainement aussi dans ma boutique. Je pense qu'il y aura sûrement une vague de publications dans les groupes, le groupe Amuriel aussi, j'imagine. C'est une façon, entre autres, de... Oui, Philippe a une question pour toi. Oui, merci pour ce partage absolument passionnant, Sonia. Moi, j'ai simplement une question par rapport aux familles biochimiques, par rapport aux molécules. Il y a de plus en plus de remises en question. Par exemple, les huiles essentielles qu'on disait hormone-like ou hormonales, possiblement, aujourd'hui, on est en train de s'apercevoir qu'elles n'ont pas forcément ce rôle-là. Comment est-ce que tu te situes par rapport à ces nouvelles optiques, par rapport aux familles biochimiques? Sonia, ton micro. Passe. Oui. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, c'est ça. OK. Alors, ce que j'allais dire, c'est que moi, ce que j'apporte de nouveau dans mon livre, c'est vraiment l'approche qui est simplifiée. C'est une approche ludique, une approche innovante qui va vraiment aider aux gens à apprendre. J'embarque pas vraiment dans le débat moléculaire. J'ai rien inventé, je me positionne pas non plus. Je le dis d'ailleurs au début dans le livre, c'est que je prends ce qui existe présentement. Donc, l'état actuel me fournit, j'ai plusieurs documentations dans mes recherches, je retrouve l'information dans plusieurs livres de base. Je prends surtout les livres des pionniers, si on veut. Et je m'y prête vraiment, j'invente rien. Je prends ce qui existe vraiment et je l'intègre avec ma nouvelle approche. Donc, pour ce qui est je ne pense pas que les molécules dont je parle dans mon livre sont sujets à beaucoup de controverses. Bon, il y a peut-être au niveau des sesquiterpénols, mais encore une fois, j'essaie d'éviter toutes ces controverses-là. Ce n'est pas le but du livre de rentrer dans ces petits détails-là ou d'arriver avec une nouvelle position sur ces molécules-là. Je prends vraiment ce qui existe. Je me suis basée sur ce qui existait pour bâtir le livre, si on veut. D'accord, merci. Bienvenue. Moi, j'avais un peu le même discours que Philippe, parce que, par exemple, tu connais Mark-Ivo Boning? Oui. Oui. Et lui, dans ses formations, on voit les familles biochimiques, mais très, très rapidement. Ouais. Et après, ils étudient chaque huile essentielle dans son totum. Parce que si tu prends une molécule et puis tu la prends dans l'huile essentielle, elle a plus le même, je ne sais pas comment expliquer ça. Elle ne fait pas la même chose vu qu'elle est dans un ensemble. Donc, de repartir sur une formation en apprenant les molécules, enfin, je ne sais pas, je me posais la question. En fait, c'est vraiment une formation de base. Hein? Ce n'est pas une formation qui est... c'est pour aider les nouvelles personnes qui rentrent en aromathérapie, pour être en mesure de reconnaître les grands éléments thérapeutiques de l'huile essentielle. Donc, moi, quand j'écrivais ce livre-là, je me suis attachée surtout aux familles moléculaires avec leurs grandes avenues, leurs tropismes généraux et de voir comment les attributs de ces familles-là déjà sont transparents dans les huiles essentielles. Donc, l'idée, c'était vraiment de rapprocher les grandes valeurs thérapeutiques et avec l'outil mnémotechnique. Donc, quand vous verrez l'outil comme tel, vous allez comprendre ce que je recherche au juste, c'est de faire que ce soit facile d'identifier les grandes avenues pour une huile essentielle juste en voyant l'outil mnémotechnique.
Et par la suite, si on veut aller dans le détail des molécules, bon, dans le livre, bien sûr, j'explique les huiles essentielles parce que je reproduis aussi ces images-là dans le livre et puis j'explique les huiles essentielles. Mais les valeurs thérapeutiques que j'apporte, par exemple, c'est des valeurs thérapeutiques que j'ai trouvées dans une panoplie de ressources j'essaie de ne pas être controversée, donc je vais amener les valeurs thérapeutiques qu'on retrouve partout ensemble. Donc, je n'invente rien de ce côté-là. S'il y a une molécule qui est controversée, je ne pense pas à travers les molécules. Ce qui arrive, c'est que dans mon livre, je parle surtout des familles moléculaires et quand il y a une molécule qu'on retrouve vraiment à plusieurs endroits, dans plusieurs huiles essentielles, par exemple, la limonène, ça fait partie de toutes les agrumes de la plupart des conifères. Bon, c'est sûr que je vais en dire un peu plus sur le limonène, par exemple. Donc, mais l'accent est vraiment mis plus sur les familles moléculaires, dans un but de au moins décortiquer, de simplifier. C'est ça que moi, ma devise, c'était de la complexité à la simplicité, hein? De revenir un petit peu aux choses essentielles, si on veut, puis de faire ce pont-là entre tout ce qui est la science derrière les huiles essentielles et un usage au quotidien plus aisé, si on veut. Donc, ce n'est pas un livre scientifique du tout. J'apporte une nouvelle approche, un nouvel outil d'apprentissage. Et pour tous ces détails de molécules et tout ça, il y a plein d'autres livres qui vont en parler. Moi, je ne suis pas du tout en contradiction avec ces autres choses-là. Si je peux me permettre, ultimement, c'est pour aider les gens qui veulent bien utiliser les huiles, mais avec une approche qui est un peu différente de ce qu'on voit présentement dans les autres livres. Totalement avec des couleurs et tout ça. C'est une façon de mémoriser puis d'aider les gens à comprendre. Ce n'est pas un traité sur les... Non, vraiment, c'est pas ce que j'apporte. Ce que j'apporte, c'est la nouvelle approche, la nouvelle méthode d'apprentissage. C'est un outil, c'est une façon ludique d'approcher pour ultimement les utiliser. Dans le fond, pour mémoriser puis avoir des repères, là, je pense, c'est ça. Oui, essentiellement, oui. Et puis bon, c'est sûr qu'avec le temps, on pourra toujours rééditer si à un moment donné, il y a un conflit qui est résolu. Moi, je suis vraiment à la remorque de ce qui se passe dans le domaine. Je n'ai pas la prétention, je ne suis pas une scientifique. Je n'ai pas la prétention de tout connaître. Ce que je voulais apporter, c'était l'approche. Et puis, je me suis basée vraiment sur ce qui existe présentement. Je pense que j'ai fait pas mal de tours. Ça fait 18 mois que je travaille dessus. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de recherches derrière, mais seulement pour amener le contenu, pas pour le questionner. On a hâte de voir ça et de t'entendre aussi dans des conférences. C'est certain que si tu viens à Québec, on peut organiser quelque chose pour les gens de la région. Ça me fait plaisir. Un grand merci. Si je n'aurais pas des idées dans le groupe d'organiser des choses aussi autrement. Mais on a hâte de voir ça. Tiens-nous au courant quand ça va sortir. Merci. Puis, donc, moi, je te remercie encore une fois, Sonia. Je te souhaite beaucoup de succès avec ce prochain livre. Et puis, bonne chance dans tous tes projets. Fait qu'on se retrouve demain. Tout le monde. Merci d'être là encore. Oui. Donc, bonne journée tout le monde. Allez, au revoir. Merci Sonia. Au revoir. Au revoir, merci.